Bonjour, ça y est, je suis arrivé à 1000 vues, enfin pardon 1000 abonnés plutôt sur la chaîne et quelqu'un m'avait demandé, je me dis c'est une manière rigolote de fêter ça, donc déjà merci de me suivre, c'est très sympa. Je vais faire un suivi de ma bibliothèque, logique, puisque la chaîne s'appelle chaîne Jet Bibliothèque comme dans Cthulhu. Donc je commencerai par les trucs holistiques et vous pouvez arrêter ensuite quand je passerai dans des trucs un peu différents. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je sais pas me casser la gueule parce que j'ai une grande bibliothèque, la bibliothèque Habitat qui n'existe plus évidemment. J'ai tout Vampire en fait. Le bouquin de base c'est barré, mais j'ai tout Vampire en anglais. Chicago by Night, première édition qui tient avec des bouts de ficelle. C'est le livre iconique qui a tout fait, qui a créé un peu la map monde des qu'est-ce que des by Night de chez Vampire, donnant un peu la base de tous ces bouquins-là. Ce qui est rigolo, parce que dans le bouquin, on vous dit, ouais, non, mais la structure du pouvoir politique entre le prince, les primogènes, n'est pas comme ça dans les villes. Et en fait, Chicago est quand même devenu le truc de base. Hunter's Hunted, très bien, très petit bouquin, avec des gros délires what the fuckesque, première édition, notamment les fameux Children of Osiris, donc les enfants d'Osiris, qui sont les antithèses des Sétites, qui peuvent de rendre de l'humanité. Il y a un petit peu, c'est très chouette. Enfin, moi, c'est un bouquin qui est très simple, que j'aime beaucoup. Et je suis très content qu'ils aient fait une V2 dans la version 20. The Storyteller Handbook, donc ça, c'est très rigolo. Non seulement la couverture est kitschos, mais il y a déjà la description des mages, des loups-garous. Il y a les Baali qui sont dedans, il y a les démons. C'est marrant de voir à quel point ils avaient tapissé le monde. Déjà, ce qu'ils voulaient faire. World of Darkness, excellent. Écrit en partie par le très grand Graham Davis, donc le monsieur qui a fait aussi la campagne impériale de Warhammer. Super bouquin, on retrouve déjà un peu des structures sur notamment le fameux château de l'inconnu qui est caché au milieu des Carpates. Il y a des trucs sur l'Asie, notamment Hong Kong, qui vont être un peu modifiés par la suite, parce que quand Vampire d'Orient va sortir, ça marchera plus, mais c'est un super supplément. Milwaukee by Night, donc c'est le deuxième by Night, plutôt chouette. Notamment, c'est lui qui va introduire des PNJ très classiques comme Esau, le Malkavien schizophrène qui se fait la guerre contre lui-même. C'est un chouette bouquin avec une. Les scénars sont pas géniaux, hein. Il y a un scénar dedans, mais il n'est pas top. Alien Hunger, c'est le délire, c'est qu'est-ce qui se passe? Donc un truc d'initiation, encore une fois, où en gros c'est Pasteur, donc le médecin Pasteur, qui a réussi à devenir un vampire et de manière artificielle, et donc qui vous transforme en vampire artificiel. C'est un peu nawak. Le Player's Guide avec les Assamites, tous les clans neutres, une couverture absolument à tomber par terre où on a un vampire qui pleure, qui se fait touper par un pote qui est sûrement humain parce qu'il n'a pas la même complexion, enfin sa peau n'a pas la même couleur. Derrière il y a un hélicoptère en feu, des trucs qui sont en train de cramer, une bagnole. C'est typiquement du vampire comme on les aime. Awakening, Diablerie Mexico, un cauchemar. Donc on va bouffer de l'antédéluvien, on va aller au fin fond d'un ancien temple mexicain protégé par des loups-garous, parce que bon, en tant qu'affaire, autant être pote avec des loups-garous, c'est mieux pour se protéger, pour trouver un gros bill de service et le bouffer. Et on va vous filer un rituel aussi pour partager la diablerie, parce que sinon ce serait pas sympa pour ceux qui ont fait le voyage jusqu'au bout. Bloodbound, j'ai pas trouvé ça terrible, c'est une sorte d'histoire de revanche entre deux vieux vampires. Et c'est là où on commence à avoir les sabatistes façon cuir, moto, le grand classique, ceux qui tirent sur les enfants dans la rue. Succubus Club, c'est pas vraiment sur Succubus Club, mais c'est sur 5 scénarios qui existent dedans. Pas trop mal, il y en a qui sont bien, moins bien, mais tout est évidemment se passe à Chicago. Alors, deux trucs. Donc, Ashes to Ashes, qui est un peu des cendres aux cendres, le scénario classique par excellence, qui va vous mener contre l'Odin, l'infâme prince de Chicago, qui est un scénario qui est devenu un peu classique, même s'il n'est pas transcendant. Ça, c'est le truc que j'ai acheté, je suis un peu comble. Nativity, donc c'est pas. Je crois que c'est un jeu Atlas, hein, c'est pas du White Wolf, mais en gros, c'est un truc c'est tout petit, hein, c'est 5 pages. Et c'est une initiation quand vous commencez Vampire. La deuxième aide, très propre, très beau livre, très propre, très carré. On entre vraiment dans l'heure de gloire, disons, de White Wolf, hein, du vieux monde des ténèbres. Le guide du joueur avec sa jaquette iconique, hein, qui est encore plus. Vous avez plus de trucs d'options, de pouvoir gros bill, on en passe. Le Kindred Most Wanted, qui est ce truc des méchants vampires, enfin des vampires qui sont sur la liste rouge de la Camarilla, très fun. Il y a des trucs, il y a Kementi, donc
la Méthusalem, enfin Sétite, il y a des Frères de Sang, il y a Dylan Bruce, l'Infernaliste, il y a le fameux loup-garou Ghoul. Enfin, c'est du délire. Il y a même un humain, un antiquaire, ça c'est assez cool, très très chouette. Et vous voyez, les formats sont un peu différents aussi, sont beaucoup plus grands. Le Who is Who, donc ça c'est le début du métaplot, les enfants de l'Inquisition, ça vous met en fait les principaux PNJ du métaplot de vampires, donc notamment vous allez avoir Lambrac, qui est un vampire timiché un peu weakos, enfin un peu faiblard, qui a vu que l'antédiluvien Timish s'est pas fait bouffer, qu'il a survécu, et donc il y a Corazon, qui est un des fondateurs de Camarilla, il y a les deux enfants de la Sombra, donc un qui est anti-tribu et qui devient pirate, et l'autre qui est l'un des fondateurs du Sabbat. C'est un bouquin qui est très très beau, mais c'est pas vraiment, enfin c'est plus, ouais, c'est vraiment l'historique pur, hein, faut pas trop penser. New Orleans by Night, j'en ai pas trop souvenir, je vais être honnête, à part la très belle couverture où il y a Samuel Hayth, couverture de George Pratt, si je dis pas de bêtises, un Chicago by Night, seconde édition, donc c'est plus ou moins la même chose, mais avec les conséquences de Ashes to Ashes. Et de Under, bon, on y reparlera, mais il y a un autre supplément. Dark Colony, ça c'est excellent, c'est sur le Maine, c'est sur les vieilles colonies, en fait, la Nouvelle-Angleterre, donc c'est les anciennes colonies en Amérique, où sont arrivés les pères fondateurs. En gros, il y a une trinité de vieux vampires européens qui ont pris le pouvoir, et donc il y a une sorte de résistance qui est à la fois menée par le Sabbat et des mecs qui sont pas alignés Camarilla, et en fait ils tiennent la ville de Boston, ils tiennent le Maine, enfin c'est super, c'est un super scénario, super supplément. Los Angeles by Night, donc c'est un grand classique qui est devenu encore plus classique avec le jeu vidéo Vampire Bloodlines, c'est les États anarques libres, notamment, donc avec une très chouette couverture de Tim Bradstreet tout en couleur. Berlin by Night, le fameux Berlin by Night, avec encore une très belle couverture. L'intérieur est un peu bizarre. Déjà, c'est très typé. Il y a deux villes, en fait. C'est une séparation de Berlin-Est, Berlin-Ouest, mais avec deux vampires, deux princes vampires. Il y a du nazi, donc il y a du Rommel. Il y a du Göring, ce qui sont devenus vampires. C'est un peu cracra, c'est même très putassier. Il y avait un scénario qui était pas trop mal avec un faux Kane, mais ouais, non, c'est pas génial. Dark Alliance Vancouver, donc ça c'était, ouais, on veut faire du crossover, donc vous avez loup-garou enfin c'est les loups-garous et les vampires qui s'allient dans une ville, donc au Canada, qui est un peu neutre, parce que le prince est assez cool, enfin en gros c'est un gros viking qui dit, bah maintenant ma loi c'est ça, vous n'êtes pas content de vous faire foutre, et il a un deal en fait avec les loups-garous qui vont se battre contre un truc infâme qui se cache sur l'une des îles de Vancouver. Montréal by Night, excellent supplément, peut-être l'un des meilleurs sur qu'est-ce que c'est d'avoir une ville du Sabbat. Donc c'est la capitale spirituelle du Sabbat. C'est un Black Dog, donc c'est assez grunge, crade, mais c'est un super scénario avec une sorte de démon qui vit sous la ville, les différents cultes et factions religieuses du Sabbat qui se tirent la bourre. Super scénar. Bon, c'est un peu edgy évidemment, mais on fait avec. On arrive sur le Sabbat, je suis pas un gros fan, j'en ai déjà parlé. Donc ils ont divisé le guide du Sabbat en deux parties. Le storyteller avec plus les fondations du Sabbat. Et ensuite le Players où vous avez les lignées caca du style Echiassi. Donc moi je suis mi-la sombra, mi-fée, enfin bah, c'est un peu du bourrinisme. Mais c'était la première fois où ils avaient un peu sorti le Sabbat du chapeau. Même si moi je regrette le Sabbat, disons simple. Ah, les sombres secrets de la main noire, ça c'est un de mes suppléments préférés, je sais qu'il y a des gens qui pèteraient un plomb en lisant ça. En gros, ça introduit une autre faction, une autre secte secrète qui manipule les deux autres, qui protège des antédiluviens cachés à Enoch, donc au fin fond du monde des esprits, donc dans le Shadowland. Et enfin, c'est super bizarre. Et ils se battent contre des parasites, une espèce d'alien parasitique qui vient du Shadow World, qui est en fait la vicissitude. Et moi ça me fait délirer, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont hurler en lisant ce truc-là. C'était l'époque où ils allaient à fond les ballons, je trouvais ça pas mal. Elysium, comment jouer des vieux vampires, très très bon. L'antithèse, anarque, j'ai jamais été très anarque, donc bon, voilà, ça me pas transcendance. Excellent supplément. Ghouls Fatal Addiction, avec une super couverture de Guy Davis, pour jouer les ghouls et pour changer un petit peu des gougouls simples, façon Renfield, qui vous suivent, ceux qui essaient d'être indépendants, les lignées humaines, très chouette. World of Darkness, seconde edition, c'est probablement le meilleur, c'est un très très bon bouquin qui fait vraiment tout le tour du monde des ténèbres, de tous les vampires. Il y a des trucs très très cool, et il y a la situation géopolitique entre le Sabbat, la Camarilla, aux États-Unis, comment ça se passe en Europe, c'est un super bouquin, assez épais d'ailleurs. Sous une lune de sang, ça c'est le scénario, grosse baston à Chicago, les loups-garous vont aller défoncer l'Odin.
On s'aperçoit que en fait, le sabbat manipule les loups-garous pour qu'ils aillent défoncer les vampires. Ils rentrent dans la ville, c'est open bar. Et les PJ qui sont loups-garous ou vampires sont dans la merde, s'aperçoivent de la manipulation et doivent essayer de sauver la ville avant que tout soit mis à feu et sang, que les humains pètent un plomb et que bref, tout le monde soit dans la Paname. C'est pas un super scénario, mais il est très iconique, enfin c'est chouette, les illustrations sont marrantes. Puis à la fin, on défonce l'Odin, ça c'est plutôt cool. Bon, les clans de bouc, je vais pas revenir dessus, hein. C'est titre caca, moi j'aime pas. Les Nosfées, c'est mes préférés, donc évidemment, c'est comme le Rondelet. Les Assamites. Hop. Les gangrels. Malcave, alors le bouquin est très très marrant, il y a des dessins d'enfants dedans, c'est n'importe quoi. Et il y a une page qui avait disparu, qui était la page 40, ou je sais pas quoi qu'ils ont remis dedans, parce que ça avait une énorme impression. Les toréadors. Je suis du sabbat, je suis la Sombra. Giovanni Panzani. Hop. Les Tsimidze. On notera que c'est que des illustrations de couleurs de Bradstreet. C'est assez cool. Ravnos, j'ai jamais compris l'intérêt. Je trouvais que c'était bourrin et un peu stupide. Mais bon, c'est mon avis. Les Trémarrés. Les Ventrus. Et le dernier que j'ai galéré à trouver, celui des Broujas. Ensuite, on arrive sur les fameux Giovanni Chronicles. Alors, c'est du n'importe quoi en barre. Blood on Fire. Oh mon dieu, vous êtes des mecs parfaitement inconnus. Vous faites choper par 13 mystérieux vampires méga balèzes qui sont tous des clans différents pour créer votre propre personnage. Ils vous transforment lors d'un souper en vampire. Et vous avez ensuite, vous êtes sauvé par les fondateurs de Camarilla qui disent, bon, bah les cocos, vous allez faire des missions pour nous. Donc, le dernier souper, c'est la mort du dernier Cappadocien qui va être croqué. Il y a un truc, c'est dans celui-là où il y a un truc de malade mental où vous allez dans un monastère au fin fond de la forêt noire dans lequel il y a des vampires qui sont les fondateurs du sabbat. Et les mecs, ils font, ouais, et tout, on est en train de fonder les... On n'a plus d'humanité, il faut qu'on trouve une alternative. Donc, ils vont fonder les voies, qui sont des modes moraux alternatifs à l'humanité. Donc, les mecs, ils font ça en 3 nuits dans les bois, et ils sont entourés par des loups-garous. Je me dis, putain, je serais loup-garou, je ferais un petit coup d'umbra là-dedans, et puis j'irais one-shotter tout le monde, mais bon, bref. No Malta, alors ça, je m'en rappelle pas trop, je sais que c'était pas top, ça se finit en Égypte, on va dans une pyramide corrompue des Sétites pour trouver un artefact à la con. Et enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon, le bouquin est vraiment pas très bien. Le seul qui est pas mal, c'est le dernier. Parce que vous jouez des ghouls. Vous commencez par jouer des ghouls Giovanni dans les années 20. Puis vous devenez des vampires. Et il y a le final, en fait, avec Cappadocius qui revient du monde de l'Umbra. Et les PJ que vous aviez dans les 3 premiers scénarios deviennent, au début, vous pensez, les antagonistes. Donc ça, c'est plutôt cool. DC by Night, très très marrant, moi j'aime beaucoup, avec une très belle couverture de William O'Connor, le excellent illustrateur qui nous a quittés il y a quelques années, avec notamment un prince qui se fait passer, qui est d'un autre clan en fait que Ventrou, en fait il a caché son identité, et il veut déclencher une guerre nucléaire pour détruire les antédiluviens et régner sur le monde d'après. Je trouve ça très très marrant. Vous reprendrez bien un petit peu de diablerie, cette fois c'est en Angleterre, il y a un méga gros bill vampire qui se cache sous je sais pas quelle cairn, en Écosse. Prince Primer, un bouquin très bizarre, je savais pas qu'il était petit format, qui vous donne c'est des essais en fait, des trucs et astuces. Je continue, Vampire la Mascarade, 3e édition, très beau bouquin, mais l'illustration qui commence un peu à partir en sucette. Le Storyteller qui est un excellent bouquin avec plein de super conseils. Le Player's Guide que j'ai découvert très très tard en fait, je savais même pas qu'il existait il y a 1 ou 2 ans, qui est des conseils pour jouer votre personnage. Ironiquement, pour une gamme qui fait tellement de suppléments qui servent à rien, les guides donc, du joueur, du conteur sont très 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 bien. Le meilleur bouquin pendant de la 3e, à mon avis, c'est le guide de la Camarilla, qui vous explique tout sur la Camarilla, avec une superbe illustration de Bill Sekensuis, qui est un très très grand illustrateur de bande dessinée, il a fait Electra notamment. Le pendant, donc j'aime pas le sabbat, mais j'avoue que la couverture tue la gueule, c'est aussi Bill Sienkiewicz, donc pour jouer le cabas, le sabbat, avec tous les antédiluviens, si vous avez, enfin tous les antitribus, si vous n'avez pas envie de jouer un Tsimicé ou un La Sombra, pour jouer les mêmes clans que dans le Camarilla. Le guide des anarques, alors il est très beau, hein, mais les anarques, voilà, je suis pas trop gros fan. Mexico by Night, je suis colère, c'est le seul bouquin que j'ai qui est print on demand. Si vous avez l'original et que vous le vendez, dites-le moi parce que elle est pas terrible, le print on demand en tout cas. Donc c'est l'inverse, c'est la vie politique, c'est le QG politique du sabbat. J'ai pas été transcendé, après ça m'a un peu tombé des mains, j'avoue. Ça c'est un petit truc qui était avec le manuel, hein, si vous voulez jouer les saluberies. Le Succubus Club, qui est une ressucée, c'est comment gérer un club de vampires. C'est pas tellement sur le Succubus Club iconique.
Blood Treachery, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je me dis ouais c'est parti de la collecte, c'était pourri. C'était en gros c'est un crossover mage vampire où il y a des gens qui manipulent les mages et les trémères pour ce qui se refoutent sur la gueule, donc c'est une nouvelle guerre de Masada. Et c'est nul en fait, ils s'aperçoivent à la fin, ah mais on n'a aucun intérêt à se mettre sur la gueule. Super. Les clan books, vous les connaissez, vous les aimez, Gangrel, Malcave, Sinissé, Broura, Assamit, Ventru, Toréador. Putain, je suis en train de niquer mes bouquins, c'est super. Ouais, c'est un peu le problème. Avnos, Giovanni, Nosferatu, Trémère, La Sombra, Sétit. Et les Transylvania Chronicles, qui sont comme entendu Dark Age, et continuent dans le monde moderne, qui sont en fait des trucs sur l'ascension de Dracula, donc vous vous contentez de suivre en fait l'histoire de Dracula sans rien faire, la formation du sabbat, la destruction d'Iduvien, et le must du must, c'est le dernier, donc il y a un épisode à Paris dessus, avec François Villon, c'est complètement naze. Et le must, c'est la fin, où on se bat, où en gros ils veulent arrêter Kupala, qui est le démon sous la Transylvanie. Ça se finit, je crois, avec Dracula qui se bat sur un missile nucléaire qui est lancé sur Kupala pendant que vous battez contre des ninjas Kuejin. C'est du grand White Wolf, quoi. Les Nuits de la Prophétie, ça c'est moi quand je vais chercher mes courses à Leclerc. Non, c'est naze, c'est des événements, c'est 4 scénarios, en fait, c'est des événements de métaplot qui récapitulent la nuit des cauchemars. L'arrivée des Kuejin avec le grand bond en avant, on n'est pas du tout raciste, qui prennent le contrôle de San Francisco, enfin et je sais plus, il y a d'autres trucs. Vous voyez la mort de Baba Yaga par les Nikutu, donc les méchants premiers enfants de Nosferatu, et vous, c'est le syndrome du bus touristique, vous ne faites que regarder. Midnight Sage, c'est pas mal, c'est un truc sur la... Bon, c'est encore un supplément pas nécessaire, mais c'est sur les tactiques, comment font la guerre, comment le sabbat et la Camarilla font la guerre, et c'est une très très belle illustration de Phil Hale, qui est un de mes peintres contemporains favoris, soit dit en passant. Blood Magic, moi ce que je préfère, c'est les catalogues avec plein de pouvoirs, parce qu'il n'y a pas assez de pouvoirs gros billes dans Vampire, mais ce que je préfère encore plus, c'est les sorcelleries de sang qui ne sont pas de la thaumaturgie, qui sont des trucs obscurs faits par 3 mecs, des lignées cachées au fin fond des Caraïbes ou d'Amérique du Sud, c'est encore mieux. Le temps du sang clair, bon, c'est sur la fin du monde, avec des vampires 14e et 15e génération, parce qu'il n'y a rien de plus fun que jouer des vampires qui peuvent sortir le jour. Les péchés du sang, c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé le bouquin, moi perso, c'est sur les tabous de la société vampirique. New York by Night, celui-là il est plutôt pas mal, comme By Night, c'est sur la reprise par la Camarilla de New York, après un contrôle par le sabbat pendant très très longtemps, avec évidemment un prince Nosferatu, et ça change tout. Kero by Night, j'ai pas trop de souvenirs, je sais qu'ils avaient un peu épuré pas mal de trucs, notamment les enfants d'Osiris. State of Grace, alors là c'est très très américain. C'est sur la religion et comment les vampires s'accommodent de la religion. C'est un bouquin de 150 pages là-dessus. On appréciera ou pas. Chaining of the Beast, c'est l'inverse. Chaining the Beast, c'est « Oh mon Dieu, j'ai pas envie d'humanité, est-ce que tu peux me faire l'inventaire de toutes les voies qui existent ?» Donc c'est quand... C'est la voie qui marche, c'est « Oh, j'ai pas envie de suivre l'humanité, qu'est-ce que je peux faire ?» Archons and Templar, donc c'est parti, on joue pas les métagrobines, mais en gros on joue les serviteurs, Templiers ou Archons, donc au service Camarilla ou Sabbat, une couverture qui est absolument dégueulasse, mais un bouquin qui est très très bien, encore une fois, c'est vraiment intéressant de voir les petites mains qui font les sectes, très très chouette. Children of the Night, bon, c'est une encyclopédie sur les gros billes, donc vous avez les 4 gros billes du coin, forcément Anatole le fou, Lucita, Dracule, et enfin c'est Dracula, il y a Sacha Bikos qui se cache, la couverture est plus grande, et vous avez Beckett. Évidemment, le signe rouge, ça c'est complètement con, c'est 150 pages pour vous dire « Ah mais en fait, il y a une conspiration qui existe entre les magiciens et les vampires pour retransformer un vampire en humain. » Et quand vous regardez, donc on vous met plein de PNJ, machin, et à la fin on vous dit « Bah le rituel, c'est à vous de l'inventer, allez salut, ça fera 20 balles. » Le conseil des primogènes, ça j'ai beaucoup aimé. Excellent bouquin sur justement comment jouer un primogène, leur rôle dans la ville, c'est très très bien, ça permet de faire un autre type de campagne. Ça c'est nul, Kane's Chosen, c'est sur la main noire, mais c'est la fausse main noire, donc c'est juste les troupes d'assaut, les super Navy Seals du Sabbat. Lair of the Hidden, ça c'est pas mal. En fait au début j'y allais en me disant mais c'est vraiment naze, parce que c'est
l'explication de l'inconnu. On vous dit que l'inconnu, en fait, c'est Love Story. C'est 13 méga gros billes qui se cachent dans un château et qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont fait un pacte avec un démon qui les rend immortels, mais tous les ans, ils doivent sacrifier quelqu'un. Donc, pour des mecs qui suivent Golconde, ça marche moins bien. Mais par contre, ce qui est vachement bien, c'est que toute l'histoire, en fait, c'est que les joueurs, surtout qui sont des néophytes, hein, des débutants, en fait, des jeunes vampires, arrivent là-dedans. Et parce qu'ils sont le facteur X, c'est les seuls qui peuvent un peu changer ce qui va se passer. Et le démon, quand il va arriver, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Donc il va un peu aider les joueurs. Et c'est plus un Cluedo géant, en fait. Comment on fait pour faire changer... Parce que pour gagner, entre parenthèses, il faut faire changer... Il faut que tous les membres rompent, ou je sais pas, une majorité rompent le pacte. Non, je crois qu'il faut au moins qu'il y ait un mec qui rompe le pacte. Et donc, c'est à vous de connaître leur historique, de parler avec eux, pour trouver en fait la solution et faire que le rituel soit pas réaccompli. Donc, c'est très malin. En fait, c'est une sorte de gros scénar. Et ironiquement, c'est pas si mal foutu. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait, surtout, qu'on n'ait pas besoin de jouer un mec balèze. C'est juste de la réflexion. Alors, Heavens of the Dam, ça c'est nul. Je l'ai acheté pour la collectionnite. C'est une description de sanctuaire pour les vampires. Super. L'Encyclopédia Vampirica, donc ça c'est encore la grosse collectionnite de Porky, c'est un bouquin, une sorte d'encyclopédie, mais vous allez sur Wikipédia, il y a un super Wikipédia qui s'appelle All White Wolf, je crois, donc c'est All White Wolf qui est très bien. Attendez. Hop, la cage dorée, Gilded Cage, donc ça c'est, je sais pas pourquoi ils ont fait ce bouquin, c'est sur la politique, surtout l'influence qu'ont les vampires, donc qu'est-ce que tu peux acheter, qu'est-ce que tu peux contrôler dans une ville en étant vampire, bon ok. Évidemment le dernier, le must, GNA, Cauchemar, super jaquette, encore une fois, de William O'Connor, mais un bouquin, c'est une merde infâme. Je crois que quand j'ai lu le truc, quand j'ai compris tout l'anglais, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Entre la chasse aux antédiluviens, Lilith, tout ça, c'était horrible, quoi. Alors, Warham, on passe. Alors, j'essaie de pas me casser la gueule, parce que je suis assez haut, et je commence à avoir un peu mal au bras. Chevalier du Graal, donc on est sur la V2 de Warhammer. J'arrive pas à sortir mes bouquins parce qu'ils sont couverts. Chevalier du Graal, donc c'est pour jouer les Bretoniens. La Reine des Glaces, sur Kislev. Bon, je vais pas les sortir. Hein. La Reine des Glaces, c'est pour Kislev. Les Maîtres de la Nuit, c'est nos amis les vampires. Hop. L'héroïne de sorcellerie, donc c'est la magie, évidemment. Le Bestiaire du Vieux Monde, c'est les monstres. Héritier de Sigmar, très très bon bouquin sur justement les régions de l'Empire. La campagne des Voiles de Damnation qui est en 3 tomes, avec une description nulle qui est assez utile. Par contre, c'est vraiment typé sur la V2, c'est-à-dire il y a eu une tempête du chaos, ils ont failli défoncer Middenheim, donc c'est un peu bizarre. Le Tome de la Corruption, excellent bouquin sur le chaos, un gros pavé en plus. Les Fils du Roi Cornu, donc sur nos amis les Skaven. Vous avez une version light, Reader Digest dans la V4. Les royaumes renégats, que j'ai pas compris trop, parce qu'en fait c'est juste un générateur de royaumes pour jouer dans les Badlands. L'Arsenal du Vieux Monde, bouquin qui vaut très cher, mais qui est complètement con, parce que c'est juste un catalogue. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre les collectionnites? La Crypte des Secrets, super bouquin, avec 5 scénars d'anthologie, des vieux, des nouveaux, c'est très très bien. Terror à Talabheim, excellent scénario qui se passe à Talabheim avec les Skaven, très très bien. Le Tome de la Rédemption, c'est le bouquin, on aimerait bien voir ça en V4, le bouquin qui regroupe toutes les prêtrises. Le Duché des Damnés, je l'ai lu vite fait, c'est sur Moussillon, je crois, et il y a un scénario dessus, donc c'est une région avec beaucoup de morts vivants en Brétonie. Shade of Empire, je passe, j'ai fait une vidéo dessus, c'est des petites organisations de l'Empire. Le Carrière Companion qu'on achète pour la collectionnite, parce que clairement, c'est juste un gros catalogue en anglais de toutes les carrières qui existent. On attend ça pour la V4. Les 1000 trônes, oulala, alors celui-là j'ai eu beaucoup de chance de le trouver parce qu'il est introuvable. Le bouquin de base, le compagnon qui est une sorte de collection d'articles, Karak Asgard qui est un donjon chez les nains, et le Seigneur Lich qui est de tête, je crois que c'était aussi une sorte de... Ouais, c'est des seigneurs des tombes. Et on a l'écran avec le petit livret. Je passe à la suite. On continue dans la joie et les bonnes humeurs. Alors ça, c'est... j'ai pas beaucoup de comics chez moi, mais il est vrai que j'étais très très fan de Sandman. J'ai tout Sandman en version absolue, donc les gros bouquins de Gaiman que j'ai depuis très très longtemps d'ailleurs. Alors évidemment, Gaiman, c'est compliqué, parce que c'est un peu un connard, effectivement. Ça a été assez dégueulasse ce qu'il a fait avec les dames qui s'occupaient de son gamin. Après, le mec a toujours eu pour moi, il a toujours eu un peu une vibe comme ça, un peu creepy. Enfin, je sais pas,
côté hyper moralisateur. Et moi, je trouve que la grande tragédie de Gaiman, c'est que son meilleur truc, c'est Sandman, qui est un truc que j'ai lu, relu des dizaines de fois, mais je trouve qu'il a... Je sais pas, je trouve qu'il a jamais réussi en fait à s'extraire de ça, parce que tout ce qu'il a fait après American Gods et compagnie, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est juste de la ressucée de Sandman avec les dieux qui prennent forme humaine, qui sont sur Terre, etc. Ça, j'y suis très très attaché. Si mon appartement brûlait, je pense que je prendrais que ça et ceci. En gros, c'est des statues Warner Bros qu'on avait achetées avec mon frère au Warner Bros Store quand on était tout petit. On était aux États-Unis, c'était un très très beau voyage. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais pour toute ma vie, je pense. Je vais le déplacer. Hellboy, pareil. Mignola, on peut pas dire que ce soit un mec très très cool. C'est un gars qui a court-circuité notamment Arcudi, qui était le mec le co-scénariste sur BRPD, qui est le spin-off sur le bureau paranormal. Il lui a jamais versé de dividendes, enfin c'est un peu une crapule, et en plus il a pourri, il a bossé avec un mec qui s'appelait Scott Alfie, qui était un des principaux éditeurs chez Dark Horse Comics, et le type il a été... c'était un peu un creep sexuellement, c'était un peu dégueulasse. Mais bon, il m'empêche que j'ai acheté en français, parce que j'ai des très très bons souvenirs de la traduction gamin. J'avais des comics, Dark Horse existait en France, il y avait Dark Horse France qui sortait en format bande dessinée, donc en grand format cartonné, CBD. Et j'ai découvert ça comme ça, en fait, tout gamin, c'était déstocké à 5 balles chez Nose. Et c'était Martin Winkler, donc le médecin et écrivain qui traduisait au début Hellboy. Et c'est pour ça que j'ai racheté en français, parce que je trouve que c'est toujours... Delcourt, ils font du très très bon boulot, même si, bon, l'anglais est plutôt mon truc. Oula, alors ça, c'est... comment dire, ça c'est un souvenir du Japon. Donc j'ai vécu pendant une année au Japon, je faisais une thèse qui a capoté, et je me suis retrouvé à bosser pour une boîte de traduction de jeux vidéo en tant que stagiaire. Et j'aimais beaucoup Drakengard, qui est une série de jeux vidéo, notamment Nier, qui est une série un peu barrée, qui est pas très bon en fait en termes de gameplay, mais qui avait une histoire absolument démentielle. Et il se trouve que la boîte où j'étais, c'était eux qui avaient traduit les Drakengard et Nier, enfin surtout Nier. Et du coup, j'avais acheté la boîte collector, donc ça c'est la boîte avec tous les jeux. Et j'avais laissé la boîte chez un pote, et j'avais dit, bah si jamais le créateur Yoko Taro repasse, tu le fais dédicacer, s'il te plaît. Et le mec, je lui ai écrit une lettre en plus, je me rappelle en japonais, en lui disant qu'un jour j'aimerais bien bosser dans le jeu vidéo et tout. Et il l'a lu. Bref, c'était cool quoi. Je vais bouger ça parce que ça prend un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hellblazer, donc ça je vais probablement le vendre, parce que c'est un omnibus de John Constantine, mais c'est par auteur. C'est-à-dire que ce qui est chiant, c'est que moi j'aime bien les gros omnibus, mais chronologiques. Alors en gros, ils ont fait par auteur, donc ils ont fait un omnibus avec Garth Ennis, un omnibus avec Jamie Delano, même si... et en plus, il y a des trucs de Swamp Thing dedans, enfin moi je suis très très fan, en tout cas Hellblazer jusqu'à ce que Delano arrête. Donc il y a un moment où ça se passe très mal, en gros, où John Constantine récupère un peu la monnaie de sa pièce. C'est là où j'ai arrêté, mais c'est assez tard. Donc celui-là, hop, Sandman Mystery, Théâtre Compendium. Donc ça, c'est un spin-off en fait de Sandman. Donc à la base, Sandman, c'est pas le Morpheus, c'est un mec avec un masque à gaz qui se balade dans les rues de New York dans les années 30. C'est un des héros de l'âge d'or de DC, donc il a le même âge que Batman, un peu plus jeune que un peu plus vieux que un peu plus jeune que Superman, pardon. Et donc ils ont ressorti un truc avec Wesley Dodds, donc ce gars-là, dans les années 90 suite au succès de Sandman, parce que en gros l'idée c'est que le Sandman, le dieu, il a été emprisonné pendant 50 ans, et pendant ce temps-là, il y a un type avec un masque à gaz qui faisait son job, et c'était Wesley Dodds. Et donc ça, c'est une création de Matt Wagner, qui est un très très grand scénariste, qui a fait notamment Grendel. Si jamais vous pouvez lire Grendel, c'est super. Et au dessin, c'est Guy Davis, donc un des habitués de Vampire la Mascarade et de White Wolf. C'est les enquêtes très pulp, hein. C'est vraiment très très pulp, mais c'est absolument démentiel. Ça, c'est du jeu de rôle, je sais pas ce que ça fout là, donc c'est Orpheus. J'en ai parlé beaucoup, c'est un jeu que j'aime beaucoup, énormément. Je trouve que c'est ce qu'ils ont fait de mieux, quasiment, sur beaucoup d'aspects dans le monde des ténèbres. Crusade of Age, c'est le premier. Hop là. Alors, encore une fois, William O'Connor adore les dragons, donc il a mis un espèce de gros dragon sur la couverture, alors que ça n'a rien à voir avec le jeu. Donc la Croisade des Cendres, c'est là où ça part en sucette, c'est le premier. Shade of Grey, donc c'est là où ils se sont plantés, c'est que ça devrait être le 3e tome pour moi, mais bon, c'est un autre débat. Très très chouette, une couverture qui met tout de suite dans l'ambiance avec la fameuse rave party qui finit mal. Shadow Games, où on va clasher enfin les gens du projet Flatline, et on se heurte au culte, et on en finit un petit peu avec le côté humain de la campagne.
Orphan Grinders, qui n'est jamais sorti en français, où c'est du survival horror, où ça se passe très 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 mal pour nos agents, avec les spectres et tout qui se déchaînent. Je pense, si jamais on arrive à traduire un jour Orpheus, garde à l'esprit que donc en anglais, le jeu de mots c'est Orphan Grinder, donc en gros c'est les broyeurs d'orphelins, ou les orphelins broyeurs, parce qu'en fait en anglais, Organ Grinder, c'est un orgue de barbarie. Et moi, je pense que si on faisait en français, ça ferait des ogres de barbarie. Voilà. C'était mon petit moment créatif. Et enfin, Endgame, donc fin de partie, qui est absolument démentiel, qui est un très bel hommage à Wraith. Ça, c'est un bouquin que m'avait filé Chaosium, donc le sutra des feuilles jaunes, le sutra des feuilles pâles, il y a le compendium qui arrive à la fin je l'ai reçu, et j'en parlerai à la fin du mois. J'ai un NDA dessus, donc je peux pas en parler. Ça, c'est mes jeux vidéo que j'essaie encore de vendre. J'avais une immense collection de jeux vidéo de jeux en carton. J'ai écumé les braderies pendant des années, depuis tout gamin. Et là, c'est ce que je cherche encore à vendre. Parce qu'un jour, je suis parti à l'étranger, j'ai mis ma vie dans des cartons, et je me suis aperçu que c'est pas très grave si j'ai pas les jeux. Parce que maintenant, on peut tout émuler sur des téléphones ou des machins, donc c'est pas super important. Qu'est-ce qui me reste? Grim Fandango, donc c'est très marrant. J'étais un fan absolu de LucasArts, de toute façon. Myth, j'en ai parlé, mais je suis très très fan. C'est un peu inspiration Compagnie Noire. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Loom, c'est complètement barré. Diablo 2, c'est un truc personnel. J'aime beaucoup ce jeu-là. Myth, donc c'est le premier, avec une espèce de grosse boîte débile. Alone in the Dark 2, parce que j'ai écrit un bouquin sur... j'ai été interviewé tous les gens d'Infogrames qui ont bossé dessus pour faire un bouquin que j'ai écrit en anglais. Et ils m'ont dédicacé, vous voyez pas, mais à l'intérieur de la boîte, ils m'ont dédicacé l'intérieur. Full Throttle sur Blister. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un bouquin dans lequel j'ai écrit, qui était de Hardcore Gaming 101. Donc, c'est une maison d'édition d'articles de jeux vidéo historiques. J'ai un peu écrit pour eux, et c'est moi qui avais écrit le bouquin sur le truc sur Alone in the Dark. Donc, ils me l'ont envoyé très gentiment. Merci à toi, Kurt Kalata, qui est l'un des mecs que je préfère au monde dans l'industrie du jeu vidéo. Styx, c'est parce que mon frère bossait chez Cyanide, donc la boîte qui a fait ça, et je connaissais bien le mec qui a créé ce jeu-là, qui m'a dédicacé. Je sais pas ce qui reste. Ça, c'est une carte que j'ai vue quand j'étais au Japon. J'avais acheté Bravely Second, et il filait une carte avec, je sais pas quoi, c'est des points. J'ai toujours ça traîne là-dedans. Et enfin, Space Channel 5, qui est défoncé, et Météos, parce qu'ils sont signés par, vous pouvez pas lire, mais c'est marqué Gambat et Thomas, donc bonne chance. Quand je voulais bosser dans le jeu vidéo, il se trouvait que je faisais ma thèse. Et en fait, il y avait un jour, il y a un mec un de mes potes qui vient me voir, il fait, tu sais, il y a un des profs de cette faculté, c'est en fait le mec qui a créé Météo, c'est Space Channel 5, donc c'est Mizuguchi, je crois. Et j'ai fait, putain, c'est trop bien. Et j'étais le rencontrer pour discuter, et puis à la fin, il m'a dédicacé les jeux, donc c'est super cool. On arrive, les vinyles, je vais pas les faire, hein, ça c'est tous mes vinyles. Il y a beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de Dead Can Dance, beaucoup de trucs comme ça. Ça, c'est un truc de fou. C'est tous les films de Clint Eastwood. C'est un délire que m'avait offert toute ma famille. Je suis un grand fan de Clint Eastwood, évidemment, même si je les ai regardés dans l'ordre, parce que c'est tous les films qu'il a fait, tous les films où il a joué. Et c'est vrai qu'à passer un certain âge, en fait, passer la trilogie, déjà, il y a des trucs qui partent complètement en couille, dos dur dingue, avec le Whizbad, avec un chimpanzé, il fait des bras de fer, des compétitions de bras de fer. Moi, je suis très fan, hein, je suis un gros cinéphile. Mais c'est vrai que passer la trilogie impitoyable, Sur la route de Madison, et Un monde parfait, ça devient pas terrible. Et le dernier film où il est acteur, c'est un cauchemar, c'est un truc avec Amy Adams, où c'est un vieux entraîneur de baseball, c'est Guimauve, c'est atroce comme truc. On continue. Alors ça, je bouge, ça c'est un cadeau de mon parrain, qui a vécu très longtemps en Afrique. Pas se casse la gueule. Alors c'est les bouquins un peu standards, un Rembrandt, je vais récupérer ça. Surf, je suis pas très bon. Ça, c'est que je suis un gros fan de Takeshi Kitano. C'était le bouquin d'exposition, le recueil d'exposition de l'expo qu'il avait fait de ses peintures à la Fondation Cartier il y a quelques années. J'étais allé Day One, j'avais été interviewé par la télévision japonaise, c'était marrant, il m'a filé un porte-clés. Mais c'était horrible parce que en fait, Kitano était de passage à Paris pour faire une masterclass à Montmartre, au musée Pompidou, et j'y suis allé, j'ai dormi chez un pote, j'y suis arrivé à 7 h, j'ai fait le pied de grue dans le froid pour m'inscrire, parce qu'il fallait s'inscrire sur place, et je me suis fait rusher par des mecs. J'étais dégoûté, putain, qu'est-ce que j'étais dégoûté ce jour-là. Liminal, c'est un bouquin qu'on m'a offert sur les arts liminales. Alors ça, comme je dis, j'ai pas beaucoup de comics, mais ouais. Alors le Alan Moore de Watchmen, en plus, avec la traduction des manchettes Bros, donc avec donc ces manchettes paires,
qui aide son fils, donc Doug Edline, qui est un gros maintenant, qui a réalisé des films un peu pourris, mais surtout qui a fait un gros travail de conservation du comics. Bon, c'est chouette, il n'y a rien à dire, hein, c'est un super bouquin. Gros, puis moi j'aime bien quand ils mettent les comics dans des grosses éditions comme ça. Celui-là, putain, je l'ai lu des milliers de fois, le Dark Knight Returns, pareil, traduit par Doug Edline, aidé par Manchette Père, c'est une tuerie, ça me fait toujours autant délirer. Qu'est-ce qui se passe quand t'as un petit gamin du Vermont qui va faire des comics, qui est foot Batman, qui arrive à New York dans les années 80, qui prend beaucoup de drogue, qui se fait tabasser par des mecs dans les égouts et qui dit « Ah, Batman, viens me sauver !» Bah, ça, c'est Frank Miller. Donc Frank Miller a créé cette espèce de délire. Qu'est-ce qui se passerait si Batman revenait dans les années 80 à New York et me sauvait, en fait. C'est un peu un délire d'enfant. Mais alors, putain, le bouquin, c'est une tuerie. Mais des fois, je me le relis tellement pour le délire, avec l'espèce de Joker, façon David Bowie sur le retour, glam rock, c'est incroyable. Et si jamais vous avez l'occasion, moi je l'avais découvert quand j'étais gamin, il y avait le dessin animé, donc Batman, la série animée, et il y en avait un sur la fin, qui était un épisode à sketch, où c'est des gamins qui racontent la façon de Batman, et t'as une petite fille rousse, t'as un mec un peu avec un dessin qui te chausse, et il y en a un qui raconte le Batman façon Dick Sprang, donc à des 30, genre « Ah, vas-y, viens Robin, mon cher ami, nous allons affronter ce taré de Joker », avec des grands décors, dans des pianos géants, et il y en a un, c'est la scène avec les mutants de Dark Knight Returns, et Batman est doublé par Michael Ironside, c'est génial, quoi. C'était vraiment incroyable. L'Habitant Infini, alors ça c'est le seul manga que j'aime beaucoup, c'est une tuerie. J'ai aussi loupé l'arrivée de Samura qui était passé à Angoulême l'année dernière, même si je suis pas hyper, comment dire, ce mec a un petit peu un gros problème avec les femmes, en gros, dans toutes ses mangas, les femmes se font torturer, c'est absolument dégueulasse. Et le mec il dit non mais je respecte les femmes, ouais, tu parles manga, c'est assez poisseux. Giger, je me rappelle, j'avais vu son expo, il y avait quasiment toute son expo qui était à Vienne, c'est le Kunstmansion, je crois, un espèce de vieux, un bâtiment très connu, très art déco. Alors, faut aimer les beats, mais c'est très chouette. Tactics Ogre, c'est un de mes jeux préférés aussi, un jeu qui est basé sur la... En gros, ça a été créé par un gars qui a fait Final Fantasy Tactics après, donc qui a bossé chez Square Enix, les gens qui ont fait Final Fantasy. Il avait un studio qui s'appelait Quest, et c'est un ancien un étudiant d'art politique, de sciences politiques. Donc il a repris l'histoire de l'ex-Yougoslavie et il l'a adapté en jeu vidéo. C'est absolument démentiel. Il y a beaucoup de références à Queen aussi, et j'aime beaucoup Yoshida, l'artiste. Je suis un gros fan. C'est un de mes jeux préférés. Rogue Leader, c'est pareil. Je suis un immense fan de LucasArts. Donc c'est l'un des seuls bouquins d'archives qui raconte l'histoire de LucasArts, qui sont morts de leur belle mort il y a quelques années. Fable, alors c'est pas l'histoire, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je suis très fan de James Dean, le mec qui fait des couvertures de Fable. Fable, c'est un peu bizarre parce que c'est City of Mist en fait, qui a repompé complètement sur Fable avec qu'est-ce qui se passerait si les personnages de contes de fées arrivaient à se planquer sur Terre. Mais le scénariste, en fait le scénariste et le dessinateur et le scénariste ont commencé sur Sandman, ça se sent. Et c'est Bill Wingham, donc l'écrivain, si vous voulez, il est putain, c'est un mec de droite. Mais droite old school américaine. Donc il a des opinions hyper tranchées. Vous lisez le comics, à un moment, donc il y a le personnage qui le représente lui, donc qui est Big B, qui est le grand méchant loup, qui est un shérif, machin. Il va en France, et il y a son agent secret, donc qui est Cendrillon, qui lui dit « Ah, et tout, tu veux pas qu'on reste une semaine de plus à Paris, c'est la ville de romantique et tout ?» Il dit « Non, moi j'aime pas les ingrats. » Parce que ça a été écrit juste durant la guerre d'Irak, où Chirac avait fait une conférence pour la paix, contre la guerre en Irak, et il y a que des trucs comme ça. Il y a un moment, il arrive à voir le méchant de l'histoire, il fait « Je vais te parler d'un petit pays qui s'appelle Israël. Et Israël, quand ils sont attaqués, ils répliquent 10 fois plus fort. » C'est que ça. Après, malgré tout enfin voilà, ça me fait marrer, mais il a quand même des bons côtés, parce que c'est un type, quand DC a essayé de le baiser sur les droits, lui et son auteur, il a dit, bah en fait, je rends toute l'œuvre, enfin toute ma part de l'œuvre que je possède, je la mets dans le droit public, enfin au libre de droit, quoi. Ça c'est assez cool et très couillu, je trouve, de sa part. Les couvertures de Hellboy qui sont démentielles, même si maintenant, Mignola, si vous regardez les couvertures de Mignola, vous allez percevoir un truc, c'est qu'il dessine plus les pieds. En fait, il n'arrive plus du tout à dessiner les pieds, donc il les fait plus. Akihiro, Yamada, c'est un mec que j'aime beaucoup, il a fait un ou deux mangas, notamment sur la guerre de Lodos, mais c'est un illustrateur essentiellement de jeux vidéo et de jeux de rôle dans les années 80. J'aime beaucoup, il a un style très rond, très beau. Il a notamment fait Front Mission 3, je crois, en Europe, mais c'est un truc que j'avais chopé un artbook dans un book-off au Japon.
Ça, c'est c'est Kojima, donc, qui est Ayami Kojima, qui est la principale illustratrice de Castlevania, qui a un style très... complètement autodidacte, mais il y a un côté très slash, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'hommes, disons, torse nu, qui se font plus ou moins taillader, c'est assez chelou, mais le truc sur Castlevania, c'est vachement bien. Quintessence, c'est pareil, c'est un autre, c'est Yoneda, je crois, qui est un grand artiste qui a fait beaucoup de couvertures, d'illustrations de magazines de jeux de rôle au Japon, dans les années 80. C'est aussi lui qui illustre Phantasy Star, donc une vieille série de jeux de rôle sur PC, sur Mega Drive, Ultimex, ça me faisait marrer. Ça, je suis très très attaché. C'est un comics que m'a offert mon frère quand j'étais petit, qui était en anglais, donc je lisais pas l'anglais. C'est Sam et Max en fait, donc c'est le comics sur lequel est basé le jeu vidéo de LucasArts, qui était mon premier jeu vidéo. Ça date de 94, donc c'est pas jeune. Je suis très très fan et je suis très attaché. Et pour la petite histoire, le créateur Steve Purcell, qui a commencé comme graphiste et illustrateur chez LucasArts, était le meilleur ami de Mike Mignola. En fait, ils ont fait l'école ensemble. Et il y a des références. Il y a Mignola qui apparaît, il y a Hellboy qui apparaît, et vice-versa. Il y a Sam et Max qui apparaît dans les comics de Mignola. Et c'était son témoin de mariage. Ils vont ensemble à l'église. Ce qui est assez marrant parce que quand vous lisez Steve Purcell, vous n'avez pas l'impression que c'est un mec très religieux, mais bon, chouette. Et ça, c'est le Sam & Max Surfing the Highway, c'est la version, en fait, Telltale, qui sont les gens qui ont fait les jeux vidéo Walking Dead, ont récupéré les droits, enfin, Purcell leur a donné les droits, en fait, de Sam & Max, donc ils avaient réédité tous les bouquins, et c'était, ouais, non, je l'avais racheté, parce que je me suis dit, c'est l'occasion que jamais. Et pour la petite histoire, maintenant, Steve Purcell, c'est l'un des pontes chez Pixar, donc c'est lui qui a fait notamment Rebelle, qui n'était pas le meilleur, mais c'est lui qui a manœuvré en sous-marin chez Pixar, enfin chez LucasArts, enfin chez Disney pour récupérer Pixar, pour récupérer la licence Monkey Island, et c'est pour ça qu'il y a un nouveau jeu Monkey Island qui est sorti. Comme quoi, il faut bien placer ses anciens potes. Ça, c'est quand j'étais à l'étranger, moi, quand j'étais gamin, j'étais fan de Lewis Trondheim. Lapino, c'était ma bande dessinée favorite. J'ai eu un blocage qui est bon, spoiler alert, mais il y a un Lapino où, à la fin, il est plus là. Et j'avais pas compris, j'arrivais pas. En fait, je l'avais nié psychologiquement, et c'est mon père qui a été obligé de me montrer la bande dessinée, case par case, pour me faire comprendre que le personnage était disparu. C'est un peu dur. Approximativement, c'est pas mal. C'est la crise de la trentaine de Trondheim qui va avoir un gamin. C'est très très marrant. C'est une BD favorite quand j'étais gamin. Ça, c'est un autre artbook du type qui a fait les illustrations, notamment de. Je crois qu'il a fait les Game of Thrones au Japon, et surtout il a fait un jeu qui s'appelle Ikuraga, dont je suis très très fan, et Sin and Punishment, qui étaient des vieux shooters sur 64. Harry Clarke, ça s'est monté en Irlande. Harry Clarke, c'était un très très grand illustrateur de vitraux, qui a vécu au début du siècle en Irlande, qui a fait... les églises en Irlande sont à chier, mais enfin c'est très déprimant, quoi. Mais par contre, certains des vitraux sont illustrés par Harry Clarke, qui a un style très proche de Rackham, avec des elfes... c'est très très beau, c'est un mec absolument incroyable qui était, hélas, parti trop tôt. C'est un vieil artbook que mon frère m'avait acheté sur Amano et Vampire Hunter Day. Lapino, les carottes de Patagonie, le premier œuvre de Trondheim, qui l'a réalisé vraiment, on sentait que case par case, et il crée une histoire absolument délirante, digne des plus grandes campagnes de jeu de rôle d'impro. Ça, c'est introuvable, parce que l'éditeur a coulé. L'Art Homeworld, donc Homeworld, c'est cette grande série de jeux vidéo spatiales, qui reprend la thématique de l'exil, avec notamment une utilisation de Adagio for String qui est absolument démentielle, où on suit des gens qui arrivent à découvrir la technologie de saut hyperspatial, et dès qu'ils vont dans l'espace, ils se font poursuivre par un grand empire, et c'est leur lutte, et c'est des jeux qui sont incroyables. La Zik de Paul Rusquet, si vous pouvez la choper, c'est vraiment le meilleur truc pour faire du spatial, c'est absolument incroyable. Ça, c'est un artbook que j'avais récupéré parce que je suis allé voir une expo d'Amano en Italie. Et voilà, je suis très très fan. Enfin, Amano, c'est Final Fantasy, c'est une grande partie de mon enfance. C'est un mec assez démentiel. Si jamais vous voulez faire du dessin, ce mec-là, Loomis, c'est vraiment incroyable. C'est un type c'est le premier type dans les années 40 qui a mis des manuels en fait de dessin existants, enfin pour que les gens apprennent le dessin. Notamment, un de ses plus grands élèves, c'est un des mecs qui a été très inspiré par ses bouquins, c'est Alex Ross, donc celui qui fait un peu les images d'Épinal chez Marvel et chez DC. Il a fait des bouquins à mettre entre toutes les mains. Ces bouquins ont disparu complètement, et pendant pas mal d'années, ses descendants, en fait, étaient des religieux complètement tarés, donc ils voulaient pas qu'il y ait des femmes à poil dessus. Ils n'ont pas voulu les sortir, et heureusement, il n'y a pas très longtemps, Titan Books a pu les ressortir, donc il y en a 3-4 qui sont tous absolument géniaux.
Ça, c'est mon frère qui me les avait filés. C'est beaucoup plus technique. C'est de Burn Hogarth. Donc, c'est le monsieur qui dessinait Tarzan. C'est vrai. C'est genre, ouais, c'est le dessin anatomique classique. C'est très, très compliqué. Et celui-là aussi, on voit lumière sans peine. Bridgman, ça, c'est très bien. Bridgman, c'est le type qui a formé Will Eisner et tous les gens, les premiers styles de comics. Ça, c'est très, très bien. C'est une autre approche, beaucoup plus basée sur les blocs. Mais ça, c'est démentiel. Celui-là, je l'ai acheté en japonais parce que c'était une autre méthode, mais qui valait 400 balles, Villepou. C'est un mec qui a une autre technique, mais ça valait 400 balles, donc je l'ai acheté en japonais, comme ça vu que c'est que l'illustration, je m'en fous du texte. Ça, j'avais un peu pété un plomb, c'est un gars... Ça, c'est un dessinateur de concept artiste, où c'est que pour les véhicules et machin, et alors... Ouais, le mec s'en fout. Et le dernier, parce que c'est rigolo, plus basé vraiment sur le dynamisme, le figure drawing, qui était très très bien aussi, de Michael Hampton. Ça, c'est un Mazenote que j'ai récupéré chez ma tante quand elle est décédée. Pareil, le Paris, ça c'est très rigolo. Elle avait ça, c'est un atlas de Paris du début du siècle. C'est très très marrant de voir à quoi ressemblent les arrondissements. Ça, c'est mon popo qui ne savait pas quoi m'offrir, donc il m'a offert un bouquin sur les méchants. Bon, le yoga, on va passer. C'est très intéressant. Le Gutanabe, ouais, c'est le mec qui a fait les adaptations de Lovecraft. J'aime bien les lire. Après, j'étais un peu triste d'apprendre qu'en fait, il utilise des modèles 3D pour faire ses dessins. Je suis un peu triste. Mais bon. Ça, c'est un de mes projets, c'est de faire Il y a un pèlerinage, en fait, il y a une île au Japon qui s'appelle Shikoku, où il y a 88 temples. J'étais allé une fois, j'avais vu des mecs avec des petits bâtons et des vestes blanches qui faisaient tout un tour, dont des occidentaux, et je me suis dit, bah tiens, un jour je le ferai. Et c'est toujours en projet, donc ça sera fait un jour ou l'autre. Corto Maltese, incroyable. L'artbook de Metal Gear, c'est un truc que j'ai payé Rubis Ongle pour les 25 ans de Metal Gear. Il est ressorti en français à beaucoup moins cher, maintenant il est introuvable, et c'est tous les dessins de Metal Gear. Donc je suis un gros fan absolu. Hop là. Ça, c'est un vieux Mac parce que mon père bossait dans un cabinet d'architecte. Il m'a récupéré. C'est l'un des premiers modèles de Macintosh que j'ai grandi sur Macintosh. Le reste, c'est pas très intéressant. C'est des bouquins sur le développement parce que j'ai repris des études au CNAM. Donc, c'est un peu architecture du machine. C'est trop bien. Mathématiques pour l'informatique. J'ai cru que j'allais pleurer des larmes de sang tellement c'était chiant. Mais bon, les mathématiques, j'étais pas très bon. Ça, c'est marrant, sorti en français. C'est Vermis. C'est une sorte de faux manuel de jeu NES, en fait. Très marrant, avec des illustrations hyper dark et tout, sorti en français. Ça bouge. Thierry en film de chien. Donc ça, je continue. Ça, c'est du Mignola encore. Donc BRPD, comme je disais, c'est basé sur l'univers de Mignola, mais avec par Arcudi. Donc John Arcudi, c'est notamment lui qui a écrit The Mask, qui est très différent du film avec Jim Carrey. C'est super, c'est vraiment une super série. Le problème, c'est qu'en fait, à la fin de celui-là, il se barre. Il a claqué la porte. Et donc, le dernier volume de toute l'histoire, qui est celui-là, donc est à chier. Parce qu'en fait, c'est juste des prises de notes de Mignola, et le gars qui l'a remplacé ne sait pas écrire. Enfin, c'est torché. On sent qu'en fait, il aurait dû y avoir 3 tomes comme ça, il n'y en a qu'un seul, et ça marche pas du tout. C'est une tragédie. Vraiment, c'est une putain de tragédie, la fin de BRPD. Hellboy méritait mieux. Ça, c'est les scripts, donc ça allait avec le truc de Metal Gear. C'est tous les scripts en japonais de Metal Gear 1, 2, 3, 4 et Peace Walker. C'est du japonais, donc c'est un peu hardcore. Ça, c'est l'histoire de Jordan Mechner, donc le monsieur qui a fait Prince of Persia et Last Express, qui vit en France un peu en exil. Ça, c'est génial. C'est l'histoire de Shigeru Mizuki, qui est l'un des très très grands dessinateurs de manga au Japon. C'est lui qui a notamment fait plein de BD sur les yokai, Gegege no Kitaro notamment. Kitaro le repoussant en français. Et c'est un type en fait qui est né très tôt et qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui a failli crever dans les îles de la dysenterie et compagnie. Il a perdu un bras, il a été sauvé, parce qu'il connaissait des versets de la Bible, il a été sauvé par des indigènes, en fait, des tribus indigènes qu'il connaissait parce qu'il était des missionnaires. Et il a perdu un bras, et il est revenu, et il a appris, je crois, à dessiner de l'autre bras. Et le type, il a eu, c'est quand même un type qui a eu sous ses ordres, ses assistants, c'était notamment le gars qui a dessiné, je crois, Sanctuary, il a eu tous les mecs qui ont bossé pour lui. Je crois qu'il y a Tetsuo Hara, c'est que tous les mangaka que vous connaissez bien des années 80 ont bossé pour lui, quoi, pour aller vite. Il y a aussi des mecs beaucoup plus indépendants, mais c'est absolument incroyable. Et en fait, en parallèle de son histoire, il raconte l'histoire du Japon sur quasiment un siècle. C'est super intéressant. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 95 ans.
Et puisqu'il allait manger tous les jours à McDo, après la légende, et c'est l'un des seuls mecs, justement, qui faisait la nique à l'extrême droite et au réarmement, disons, droitisant du Japon, qui a repoussé, justement, sur l'aspect, oui, machin, mais faut qu'on se réarme, le Japon n'a rien fait de mal pour la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier qui arrivait, qui dit, de toute façon, moi, je l'ai vécu, vous savez rien, donc taisez-vous et écoutez-moi. Et ça, enfin, je trouve que c'est vraiment un héros ordinaire pour moi. C'est vraiment un mec. J'ai pas beaucoup de héros, mais c'est quand même un mec absolument, absolument incroyable. Il nous a quitté il y a pas longtemps. Ça, c'est les seuls mangas que j'ai. Enfin, j'en ai lu beaucoup, mais j'aime très peu. C'est L'Habitant de l'Infini, donc en japonais, avec le spin-off. Donc, L'Habitant de l'Infini, c'est une très belle histoire que j'aime beaucoup. Déjà, c'est magnifique. Bon, le traitement des femmes est un peu hardcore, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd durant l'époque des samouraïs, qui perd en fait sa famille, qui se fait assassiner par une sorte d'école de vagabonds méga balèzes, et elle trouve en fait elle est escortée par un mec immortel, une sorte de samouraï qui a qu'un seul œil, qui est basé sur un personnage de fiction très connu, qui va l'aider en fait, qui est immortel. Donc en fait il peut pas mourir, il a des petits vers solitaires qui le soignent à chaque fois. Et en gros, c'est pas tellement son histoire à lui, c'est l'histoire à elle, comment est-ce qu'elle grandit. À la fin, elle réalise que la vengeance, c'est pas tout. Il y a aussi en fond la fin du Moyen-Âge, la fin des samouraïs. C'est une très belle histoire, avec des bastons en plus, je me rappelle. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai commencé à lire quand j'avais 12 ans, et j'ai fini, j'avais 28 ans, je crois. Il y avait un tome par an, c'était absolument incroyable. Ils ont fait un spin-off qui se passe durant la réforme Meiji, que j'ai pas trop aimé personnellement. Enfin, je les achète encore, mais il y a beaucoup de trucs historiques, et je trouve que ça marche pas. Justement, le principe du personnage principal, Manji, c'est qu'il est juste un témoin. Il est pas censé être le mec qui va sauver le monde, qui va provoquer la révolution. Et c'est très lourd, quoi. C'est un peu comme si un Japonais lisait des choses sur la Révolution française, mais sans Lady Oscar. C'est très historisé. Donc pour les Japonais, ils ont toutes les références, mais pour nous, c'est vraiment la galère. On arrive à mes bouquins. Donc j'ai pas beaucoup de bouquins, j'en ai lu beaucoup, mais je garde très peu de trucs. Jack Vance, les nouvelles, je suis un fan absolu. Jack Vance, c'est un dieu pour moi. C'est un bouquin de contes anglais que j'ai pris à ma tante. Starship Trooper, les fachos dans l'espace. Non, super bon, blague à part, c'est un super bouquin incroyable. Joseph Conrad, je suis un fan absolu. Mishima, j'ai beaucoup lu, mais le marin rejeté par la mer, c'est un de mes préférés. Du Lovecraft, évidemment, l'affaire Charles Dexter Ward. Akira Yoshimura, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, japonais, qui a été adapté par Imamura avec L'Anguille au cinéma notamment. J'ai les Dunes jusqu'à l'Empereur Dieu, je crois. Je les ai en anglais, en français. Il y a du Shakespeare, il y a du Conrad. Shusaku Endo, c'est celui qui a fait Silence, qui a été adapté au cinéma par Scorsese. C'est devenu mon auteur préféré quasiment. C'est un japonais qui était chrétien, qui écrit comme Graham Greene, et j'aime beaucoup ces trucs qu'il fait. Donc Milton, c'est pour me la péter. Philippe K. Dick, Ubik. Je suis pas très K. Dick, mais Ubik, j'adore ce bouquin. L'appel de Cthulhu. Ça, je l'avais acheté il y a pas. C'est La guerre éternelle de John Alderman, très bien, super bouquin. Ça, on me l'avait offert, c'est bien glauque. C'est sur un village en Irlande. Dans les années 50, ça c'est un truc que j'avais acheté, trouvé quelque part. C'était un catalogue, enfin un livre original une édition, pardon, de la revue de SF Analogue, avec une petite tirade sur Dune, c'était cool. Un étranger en terre étrangère d'Heinlein, enfin en terre étrangère. Ça c'est un truc que j'avais piqué quand j'ai vu en Allemagne. C'est l'affaire Charles Dexter Ward que j'avais commencé à lire en allemand, mais j'ai pas réussi à finir. Shusaku Endo, Carson McCullers. S'il y a bien un truc que j'ai appris de mes longues années, ma licence d'anglais, c'est mon amour pour le Southern Gothic. Et donc Carson McCullers, Flaherty O'Connor et compagnie, c'est vraiment Faulkner, c'est vraiment des trucs que j'adore. C'est un livre qui a changé ma vie. C'est Les yeux de la momie. J'avais commencé une thèse de cinéma. Et c'est les chroniques de cinéma de Jean-Patrick Manchette quand il était à Charlie Hebdo. Ça dure que 2 ans. C'est incroyable. J'ai jamais lu ça. C'est vraiment ça a changé ma vie. Hein. Vraiment, je me suis dit, mais ça sert à rien de faire une thèse quand tu peux écrire comme ça sans avoir un diplôme universitaire. C'est un mec d'une érudition hallucinante, très engagé à gauche, qui a une connaissance des milieux d'extrême gauche démentielle. Et il a des chroniques, putain, sur Kurosawa. C'est du délire. C'est absolument génial. L'encyclopédie de Dune, qui était le truc plus ou moins Oni, dont on ne veut pas entendre parler, le fils de Frank Herbert, parce que c'est un gros connard, mais c'est super. C'est une sorte de méga encyclopédie sur Dune, qui est absolument génial. Le Dune original, mais ce n'est pas la première édition. J'ai été voir mon frère qui vivait en 2005 à Montréal. Une soirée, il me ramène chez un de ses potes et tout, ils ont été voir, je sais pas, un match de foot. Et qu'est-ce que je vois? Dans l'entrée, il avait tous les Dunes. Et je lui dis, ah, j'adore Dune. Il dit, ah bah tiens, tu peux les prendre, ceux de mon père si tu veux. Et je maudirais toujours la femme de mon frère qui m'a dit, non, tu t'en prends qu'un. Parce que putain, j'aurais dû tous les prendre.
Mais ouais, donc c'est pas l'édition bleue qui vaut très cher, c'est l'édition qui est sortie juste après, mais en tout cas, c'est un très beau souvenir et c'est un de mes bouquins préférés. En tout cas, de SF, c'est mon bouquin préféré. Un truc que j'avais piqué, je sais pas où, sur Taichi. L'intégrale de Poe, il y a des trucs très très bien. La magie de Bretagne, c'est un vieux bouquin sur de Handel Le Braz, donc qui est vraiment le folkloriste par essence breton. Et pour info, je crois que c'est son arrière-petit-fils ou son petit-fils qui est le batteur des Talking Heads, parce qu'il est parti vivre aux États-Unis. Shusaku Endo, William Blake, c'est toujours cool. Ça, c'est mon frère qui me l'avait filé. J'étais très très fan du Trône de Fer. Et comme beaucoup de gens, j'avais arrêté parce que, bah voilà quoi, il n'y a jamais eu de fin. Et en fait, il m'a dit, bah, tiens, je te file ça, c'est sur l'histoire de Targaryen. Là. Et au début, j'y allais en me disant, non, ça va être nul. Et j'ai adoré. Je l'ai lu quasiment tout d'une traite. Enfin, c'était un pur bonheur de revenir dans cet univers. Dagon. Illustration de Philippe Cazard. Ça, c'est super. Theodore Sturgeon. Le cristal qui songe. Je suis tombé dessus un peu au hasard. Super. Inspiration de la Caravane de l'étrange, la série de HBO. Mais Sturgeon, c'était vraiment très très bon. Jack Vance, c'est un très très vieux lyonnais, le premier tome que j'avais acheté il y a très très longtemps quand je parlais pas anglais. Très beau bouquin. Donc Westbrook, ça qu'on m'a offert par un ami que j'ai lu, c'était très chouette. Kitano par Kitano. Moi j'ai écrit un mémoire de cinéma sur Kitano, c'est un de mes réalisateurs préférés, je pourrais en parler des heures. On va éviter parce que ça fait déjà une grosse vidéo. Là j'ai quoi? J'ai mes jeux de société, donc ça c'est... J'étais gros fan de HK et de Tsuark et des Wuxapian, donc j'ai une amie qui m'a filé ces jeux, donc c'est très cool, et ça, Metal Gear, je suis fan absolu de Metal Gear, donc quand j'ai vu le Kickstarter, j'ai fait, allez, et c'est un jeu qui a été maudit, hein. C'est un jeu qui a eu une histoire éditoriale où il devait sortir chez IW pendant quelques années, ça a coulé plus ou moins, et le jeu est resté dans l'éther pendant des années, avant de ressortir. C'est tous mes bouquins de japonais, je crois, où c'est vraiment que du truc de bourrin. Mais bon, c'est toujours sympa d'étudier une langue, et le reste, il n'y a rien d'autre. Et je crois que je vais arrêter là. Allez hop, tchuss, encore merci pour les 1000 abonnés, c'était bien cool. Salut!